Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci d'être à notre compagnie en ce premier jour de la semaine. Nous sommes lundi 7 octobre 2024. Bienvenue dans votre émission Le Scanner, l'émission de débat constructif qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Merci de nous préférer parmi tant d'autres sur la 89.5. Si vous nous écoutez en bande FM, merci de nous regarder à la télé. C'est sur le canal 113 du bouquet Star Times, canal 779 partout en Afrique. Merci d'être en notre compagnie sur notre site d'information siaminfo.com. Merci de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Sur Facebook, vous êtes sur Kavi TV, groupe Kavi Média et Ganga RTV qui relaie en direct cette émission. À la baie, vous nous écoutez grâce à nos partenaires de Beta FM 96.5. Merci de la fidélité si vous êtes à l'écoute depuis la moyenne Guinée. Au sommaire de ce matin, les agents de l'État pourront bientôt bénéficier d'une nouvelle augmentation de salaire. À en croire le ministre du Travail et de la Fonction publique, la décision s'inscrit en droite ligne avec la vision du chef de l'État pour un développement social harmonieux. Les salaires des fonctionnaires qui avaient connu 35% d'augmentation en décembre pourraient de nouveau être revus à la hausse. Faya François Bourounou indique que la décision est déjà prise par le président de la transition. Autre nouvelle, les cadres occupant de hautes fonctions au sein de l'administration publique bénéficieront aussi dans les prochains jours des primes de fonction assez élevées. Une très bonne nouvelle, mais l'économie guinéenne pourrait-elle supporter ces augmentations? Les débatteurs du scanner tournent et retournent la question. Et puis le 5 octobre est la date retenue pour célébrer la journée internationale des enseignants, une couche indispensable au développement du pays, mais qui souffle le chaud et le froid. En Guinée, la journée est passée inaperçue, telles les funérailles d'un bandit à Grand Chemin. En dehors des discours et plaidoyers, aucune célébration. Pourtant, ces hommes et femmes sont aux aguets nuit et jour pour offrir une formation de qualité aux apprenants. Des années sont passées, mais les enseignants, un peu partout dans le monde, vivent dans des conditions encore déplorables, nonobstant leur sacrifice. Un mauvais traitement salarial, manque de renforcement de capacités et autres. L'enseignant, l'artisan de tous les succès, de plus en plus abandonné à son sort. Les enseignants sont-ils en PLS? Les débatteurs analysent la situation. C'est une information publiée par notre site d'information siaminfo.com. À Cancan, 3 médias privés sont interdits d'émettre jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de Bouré FM, Baraka FM et Badrou Islam FM. La décision, selon notre correspondant basé sur place, est intervenue le vendredi 4 octobre 2024. C'est une équipe de l'Agence de régulation des postes et télécommunications ARPT qui a procédé à leur fermeture. Nous apprendons, il est reproché à ces médias d'être implantés illégalement sans autorisation ni document administratif leur permettant d'émettre dans la ville. Pour mieux comprendre, nous prendrons la direction de Cancan où nous attend Paté Sangaré. Il est le correspondant de notre site d'information siaminfo.com. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce premier jour de la semaine. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 si vous nous écoutez dans vos différents véhicules, dans les bouchons à Conakry, à Imbaya si vous êtes à notre écoute, à Bofa, Boké, à Forekaria, à Koya, Wankifon et précisément partout en Guinée si vous nous écoutez. Merci de votre fidélité à la télé. Vous êtes nombreux à nous regarder via notre chaîne canal 113 du bouquet Star Times. Vous êtes sur Kavi TV. Merci d'être en notre compagnie sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans le scanner et c'est parti pour encore 1h30 de débat très houleux, parce que ce matin les sujets à l'ordre du jour, vous allez le comprendre, ne vont pas créer d'unanimité dans ce studio et sur ce plateau. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Vous me permettrez bien avant que vous ne procédiez à votre traditionnel bonjour
de dire effectivement il y a là une situation qui se passe au niveau du Proche-Orient. Ça doit interpeller la conscience collective mondiale pour pouvoir sortir, disons, d'un équilibrisme quelquefois complice de ce qui se passe là. Il y a un génocide, il y a une guerre illégale et suicidaire qui s'est produit de ce côté-là, entretenu et soutenu par l'Occident. Et nous sommes dans un contexte où il y a effectivement une bonne partie de ce monde-là qui existe. C'est que l'ordre mondial soit complètement révisité. Je pense que ça vient à point nommé. On ne peut pas continuer comme ça de manière injuste. Effectivement, soutenir un État dans l'illégalité, s'attaquer à un autre État. Il s'agit du Liban aujourd'hui, le Proche-Orient, enfin, c'est le Liban, c'est l'Iran, c'est la Cisjordanie, c'est la Palestine aujourd'hui qui sont dans le vigière d'un État qu'on appelle Israël. Israël a ses arguments à lui, mais aujourd'hui, tout le monde, disons, affirme effectivement qu'il s'agit là effectivement d'une invention illégale. Il s'agit là d'une agression d'un État à un autre. D'une évasion alors, illégale, ou bien d'une invention, je n'ai pas compris. D'une invasion. Invasion, bien, je comprends mieux. Vous comprenez? Allez-y. Donc je pense que là, c'est quelque chose qui doit pouvoir effectivement amener les États, notamment les États africains. On ne peut pas, au nom d'un, disons, d'un partenariat bilatéral ou au nom d'un alignement, parce que c'est ce qui fait que chez nous ici, les États sont complexés à un certain niveau de prendre position, excepté de l'Afrique du Sud qui a pu prendre des initiatives, effectivement, estant l'État israélien au niveau de la Cour internationale de justice. Je pense que tous les États devraient s'inscrire dans ce sens-là et aux États-Unis d'arrêter d'être complices. Parce que, à l'évidence, on rend compte qu'Israël, c'est la main armée des États-Unis dans la sous-région. Vivement, disons, un nouveau ordre mondial. Je crois que c'est en cela que nous pouvons stopper tout ce qui se passe là. Donc, stop du côté du Proche-Orient. Hein. Alerte. Il y a Diallo ce matin. Mohamed Leba, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Oui, je pense qu'on devrait faire la même chose comme vient de le dire Yaya. Nous, c'est le sport national, le Sili national. Ce qui est en train de se passer, il ne faut pas rire Abdallah. Ça, cette fois-ci, c'est loin de là. Parce qu'on a perdu, on n'a pas eu la chance d'aller à la Coupe du Monde des moins de 17 ans parce qu'il y a eu des cadres guinéens au niveau de la fédération qui ont fait des cas de double passeport sous l'âge des gens. Malheureusement, on a perdu vraiment
Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense qu'elle est malheureuse parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population. La corruption dans notre pays ici. Si l'État veut lutter efficacement contre la corruption, il va falloir effectivement, parallèlement, augmenter le salaire des uns et des autres, ce qui pourra permettre de minimiser ces phénomènes aujourd'hui qui gangrènent notre administration. Donc, si l'État a réussi à cette augmentation et que l'État continue dans ce sens-là, je pense que parallèlement, l'État pouvait prendre toutes les mesures possibles pour pouvoir prévenir des éventuels, disons, délinquants dans le cadre de l'administration qui baignent dans la corruption et qui ne connaissent que la corruption. Parce que par endroit, on nous dira effectivement que c'est parce que les salaires ne sont pas consistants. Nous savons tous, si chaque agent de l'État ne prenait que son salaire à la fin de chaque mois, je crois que la réalité allait être autre chose. Mais je pense qu'on en a connu ici des agents de l'État, au nom des NC, quelle cupidité, prenaient plus de 10 salaires par mois. Sous l'ancien régime, nous le savons ici. On a vu ici des enquêtes qui révèlent effectivement qu'il y avait des gens qui prenaient 200 millions de francs guinéens. Je n'invente rien. 200 millions, certains plus de 200 millions de francs guinéens. Alors qu'en réalité, et initialement, ils n'ont pas un salaire qui dépasse 5 millions, 7 millions. Donc il faut revoir tout cela. Si l'État veut... Qui gagne alors et non qui prenait. Parce que quand prendre, c'est quelque chose qui est là à chaque fin du mois, vous prenez. Oui, ce sont des agents de l'État. Mais maintenant, de par leur position administrative, ils essayaient effectivement d'avoir... d'amasser. Donc, c'est cela. Maintenant, initialement, ils prenaient comme salaire 5-7 millions. Nous connaissons effectivement comment ça se passe au niveau de l'administration. Donc, le ministre, normalement, est payé à 10 millions. Donc, je pense que c'est fondamental. Ça a augmenté, hein. Ça a augmenté ces derniers temps parce que même la dernière sortie d'Ousmane Gawal Diallo précisait que les secrétaires généraux se retrouvaient autour de 25 millions. Donc si le secrétaire général lui-même se retrouve autour de 25 millions, le salaire du ministre a augmenté. C'est un rappel. Peut-être c'est des décisions officieuses, mais en réalité, au visage... Mais il l'a dit officiellement. Oui. Il l'a dit officiellement lors d'une conférence de presse. Est-ce que l'acte est là? Est-ce que nous avons vu officiellement l'acte qui a été pris dans ce sens-là? Je pense que la question reste posée. Si tel était le cas, on nous appelle effectivement beaucoup de nos compatriotes qui vivaient au niveau de l'Occident, donc des diasporas qui étaient là, qui recevaient de salaire, certains partaient jusqu'à $5,000. On le sait, mais est-ce que c'est fait en bonne et due forme? La question reste posée parce que normalement, si tel est le cas, s'il y a eu des augmentations, on ne s'oppose pas à cela parce que, comme je l'ai dit, ça permet effectivement à l'État d'avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe là-bas et parallèlement aussi décourager ceux qui s'hasarderaient à se lancer dans la corruption. Je pense que c'est quelque chose qui peut permettre à l'État, au-delà de tout cela aussi, à pouvoir avoir une administration solide parce que aujourd'hui, c'est vrai que sous Alpha, nous avions à l'époque plusieurs départements qui avaient leur base de données à eux. C'était celui du budget, c'était le ministère de l'enseignement préuniversitaire, mais aussi celui de la fonction publique. Ils avaient tous leur base de données. Je pense que si aujourd'hui le CNRD a réussi à ce qu'on ait une seule base de données qui est aujourd'hui sous le contrôle du ministère de la fonction publique, parce que c'est lui qui gère le personnel de l'administration, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre à l'État d'avoir une lisibilité de tout ce qui se passe là, parce que la fonction publique doit pouvoir être, disons, complètement assainie. Et je crois que c'est un processus continu. On ne peut pas s'arrêter. C'est vrai qu'il y a eu des avancées. Le FIGAS en est une illustration. Il faut continuer dans ce sens-là pour que l'État puisse avoir un droit de regard. Et je pense que là, cet acte-là peut permettre effectivement à l'État, parce que là, tout tourne autour de l'État. Le même État qui a eu le courage d'augmenter ces salaires-là doit avoir le même courage pour pouvoir lutter drastiquement et avec toutes les mesures possibles contre la corruption au niveau de l'administration. Bien, allez, on rappelle, petit rappel, c'était en juillet 2024, je rappelle les propos d'Ousmane Gawal Diallo. Vous regardez aujourd'hui les hauts cadres de l'État, on a mis au niveau international les salaires. Aujourd'hui, un secrétaire général des ministères est payé à quasiment $3,000 par mois. Donc je reviens parce que je parlais de 25 millions, $3,000 par mois, alors que quand on est arrivé, il émergeait à $600. $600 qui tournaient autour de 6 millions. On a mis en place
de quoi attirer les compétences, notamment les Guinéens qui ont des qualifications et qui sont formés à l'étranger. C'était les propos d'Ousmane Gawal Diallo en juillet 2024. Aujourd'hui, est-ce que notre économie ne va pas prendre un coup avec cette annonce, hein? On n'est pas contre une augmentation de salaire des fonctionnaires, mais en Guinée, presque tout le monde est fonctionnaire. On dirait que vous étiez logé dans ma tête. Ouais, vous êtes logé dans ma tête pour voir, c'est-à-dire sur le même angle. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est mon inquiétude, honnêtement, par rapport à cette augmentation qui est une bonne, quand même, une bonne nouvelle, souvent et assez réclamée par des fonctionnaires, notamment des enseignants surtout, parce que ces gens-là se sont beaucoup battus. Je me rappelle encore avec le SLEG en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, voire même 2021, surtout, il faut le rappeler, parce que ça s'est un peu limité là, avant l'arrivée de la ZENT au pouvoir. Sous le régime d'Alpha Condé, on se rappelle encore qu'il y a eu beaucoup de mouvements quand même pour la réclamation, soit pour une augmentation de salaire des enseignants, des fonctionnaires par-ci, par-là, même si d'autres préfèrent rester quand même dans ce confort de bureau et tout. Mais il y a eu des enseignants qui sont partis et quand même à l'affront avec l'État, le gouvernement d'alors. Il y a eu beaucoup de protocoles signés par-ci, par-là, des accords par-ci et par-là, et aujourd'hui, si il y a le bout de tunnel qui est vu, je crois que c'est une bonne nouvelle, mais il faut aussi analyser, c'est-à-dire tous les contours aujourd'hui de cette augmentation annoncée par le ministre de la fonction publique et du travail. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut aussi penser, parce que moi je me dis, est-ce que cela, il y a eu des études préalables et comment ça va se faire? Est-ce que ça va se faire crescendo, ou bien est-ce que selon les études, si il y en a eu bien sûr, mais est-ce que cela va quand même être fait pour tout le monde et à la fois? Et je crois que si c'est fait pour tout le monde et à la fois, ça risque quand même d'avoir un coup sur l'économie aujourd'hui, parce que la dernière fois on parlait de résilience. Pour ceux qui comprennent très bien le français, il ne s'agit pas quand même d'un progrès aussi voilà et les yeux, il s'agit juste d'un maintien. Quand on parle de résilience de l'économie, c'est juste parce que notre économie résiste par rapport, c'est-à-dire à ce déséquilibre et autres, mais ça ne veut pas dire autant que qu'elle augmente au fur et à mesure au pays chaque jour que Dieu est fait. Donc de ce côté-là, si c'est fait pour tout le monde et à la fois, je crois que ce coût ne va pas quand même être moins pour l'économie qui quand même aujourd'hui cherche à se relever de beaucoup de coûts qu'elle a déjà encaissés durant toutes ces dernières années-là et jusqu'à l'arrivée du CNRD. Malgré cette refondation annoncée, il faut aussi aujourd'hui se dire qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce niveau-là pour que l'économie guinéenne quand même se retrouve à un niveau quand même avec ses standards internationaux. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport aux conséquences? Je crois que c'est cela avec l'économie. Par rapport aux avantages liés à cette augmentation, ça va naturellement nous permettre, peut-être, je dis bien peut-être parce que connaissant le Guinéen, même si vous augmentez le salaire à 1000 milliards, dès qu'il a une opportunité de corruption ou de détournement des deniers publics, c'est comme finalement c'était devenu notre ADN, c'est-à-dire la corruption, le détournement des deniers publics. Aujourd'hui, si vous regardez dans les cellules de la prison de la maison centrale, vous allez comprendre que beaucoup de cadres y sont aujourd'hui pour des questions liées au détournement des deniers publics, à la corruption par-ci et par-là. Je crois que cela, si bien on a la conscience, parce que c'est tout ce qu'on a toujours demandé ces dernières années-là, qu'il y ait une augmentation de salaire, ça pourrait nous permettre un peu de résoudre ce problème épineux qui est lié quand même à la corruption, à la gabegie financière et voilà, au détournement de deniers publics. Parce que quand on parle de fonction publique, ces dernières années, il y a eu disons beaucoup de toilettage, parce que nous savons pertinemment ce qui se passait dans cette fonction publique, dans cette administration, avec des salaires. Une seule personne, vous pouvez voir une seule personne qui prend le salaire de 10 personnes, de 15 personnes, de 25 personnes. Ça ne se passait qu'en Guinée. C'est vrai que ce sont ces réalités que nous connaissons. Ce sont des réalités qui ne font pas
une bonne publicité de notre pays. Et ce sont des réalités qui avaient fortement impacté notre économie parce que ça ne pouvait pas aller avec des agents fictifs d'ailleurs, des personnes qui n'existaient jamais, mais dont les salaires étaient versés à chaque fin du mois. Ça partait dans les poches de qui? Des personnes, d'autres personnes qui se sentent ou qui se voient des super Guinéens. Et je crois qu'aujourd'hui, si on cherche à limiter tout cela, parce que moi je considère ça comme étant des dégâts dévastateurs, parce que ça a vraiment laissé quand même des traces aujourd'hui qui quand même laissent aussi des impacts sur l'économie qui a du mal à se relever. Ouais. Donc cette initiative, c'est une bonne initiative, d'autant si ça peut vraiment, en tout cas c'est mon souhait, que cela aille de façon progressive, qu'on ne le fait pas en une seule fois et en un seul coup, pour ne pas que l'économie guinéenne encore se retrouve en lambeaux. Bien, en lambeaux, l'économie guinéenne. Comparaison ne fait pas raison, hein, Mohamed Ba, le PM, Brice Oligui Nguema, le général. Du côté du Gabon, tapait du poing sur la table. Vous avez suivi certes l'actualité. Lui, chez lui, il veut plutôt lutter contre la corruption en gardant le même salaire. Ce n'est pas le même cas. Ici, en République de Guinée, le président Mamadi Doumbouya, selon le ministre du Travail et de la Fonction publique, décide d'augmenter le salaire des fonctionnaires tout en oubliant que même si, Ba l'a rappelé, et déjà le Ba l'a rappelé, même si vous augmentez le salaire du Guinée à 1000 milliards, si la corruption gangrène notre administration, ce sera peine perdue, le panier de la ménagère va subir encore des coups. Mais est-ce qu'on a dit on augmente, c'est pour lutter contre la corruption? Je ne pense pas. Normalement, on augmente pour ça. Ça devait être le but. Je ne suis pas d'accord. Si. L'augmentation de salaire, ce n'est pas pour lutter contre la corruption. C'est l'augmentation de salaire. Dans les conditions normales, c'est pour le bien-être du fonctionnaire. Pouvoir se loger, pouvoir manger, pouvoir se déplacer, pouvoir se soigner dans les conditions normales. Si on dit c'est payé, c'est pour ne pas qu'il ne vole. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un élément qu'on va essayer peut-être de coller ou de rafistoler ou de faire, mais ça ne peut pas aller avec ça. Ça ne peut pas être la raison fondamentale, même l'une des raisons pour pouvoir augmenter le salaire. Sinon, quand on augmente, c'est combien de pourcents le salaire qu'on augmente? C'est peu, c'est insignifiant. Vous entendez, c'est quand on parle d'augmentation, parfois certains se retrouvent avec 180 000 francs que vous retrouvez sur votre salaire, 200 000 francs à peine si vous avez ça. Tout le bruit qu'on essaie de mettre là autour d'augmentation de salaire, vous ne verrez pas où on parle de 10%, 20%, 30% ou 50% d'augmentation. C'est rare, pour ne pas dire qu'on ne parle jamais de ça. En décembre dernier, c'était 35%. Donc ça, c'est des trucs, ça c'est exceptionnel. Je parle dans un pays normal, dans une situation normale, un président démocratiquement élu qui est là pour 5 ans, pour 10 ans. Je ne parle pas de la transition des militaires, et puis voilà où on essaie de faire des yeux doux pour pouvoir accrocher, attirer l'attention des uns et des autres. Je pense que c'est, à l'immédiat, je peux dire que c'est une bonne chose. Il y en a qui vont penser ces fonctionnaires, c'est bien, au moins ça peut lui permettre d'avoir 3 ou 4 jours de transport, ça peut lui permettre de prolonger un peu le nombre de jours de popote sur la table, 5 ou 6 jours, ça peut lui permettre encore, je crois, de pouvoir payer cette fois-ci pour 3 ou 4 enfants de paracétamol. Ça, c'est très bien. Là, il y a cette assurance, cette joie que cela crée. Mais pour moi, au-delà de cela, quand on veut être vraiment sérieux, pour un État, dans une situation, dans la situation dans laquelle nous sommes, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour ne pas dire vraiment, ça ne veut rien dire. Il y a des secteurs, il y a des actes qu'on doit poser si on veut aider les fonctionnaires. Bien. Si vous ne posez pas ces actes, faites une augmentation de 300% sur le salaire des fonctionnaires guinéens ou de fonctionnaires en général, ça ne va pas changer d'air guinéen. Parce que dans d'autres pays, il y a des avantages qui sont là. Nous, les fonctionnaires guinéens, n'ont pas ces avantages. Il faut tomber malade ou tes enfants tombent malades. La scolarité, ce sont les banques, quand je prends le cas, l'ouverture des classes avec la scolarité des enfants, ce sont les banques qui crient, qui sont contentes par rapport à cela. Parce que ce sont des prêts que vous allez payer pendant des mois sans pouvoir finir. Ça, c'est des problèmes que nous avons ici. Alors, qu'est-ce qu'on met en place pour permettre aux fonctionnaires guinéens de sortir de la précarité? Parce que des fonctionnaires aujourd'hui, que ce soit beaucoup plus d'ailleurs au niveau de la fonction publique, ils sont nombreux qui sont des pauvres aussi. Ils travaillent, ils touchent un salaire, mais ils sont pauvres. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est le cas même dans le privé. Et c'est ce que nous vivons. Bien. Et c'est ce que nous vivons. La pauvreté est là, on vous voit sortir tous les jours, mais on ne sait même pas ce que vous faites. Vous dites que je suis fonctionnaire de tel département ministériel. Là où l'État devrait travailler beaucoup plus, le logement.
du fonctionnaire. Les logements sociaux, on en a tellement parlé qu'on se demande que c'était quoi. Les gens se demandent maintenant, logements sociaux là, ça se trouve où? Qu'est-ce que cela veut dire? Si on ne peut pas faire de logement pour ces gens, qu'on essaie de trouver l'autre type de logement qu'on appelle les HLM, qui existent dans d'autres pays. Pourquoi nous ne pouvons pas les faire? Il y a eu beaucoup d'argent qu'on a pu retrouver, récupérer avec ces postes fictifs-là. Oui, c'est fictif. C'est fonctionnaire fictif. Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, il faut saluer quand même la bravoure du ministre Julien Yombouno. Honnêtement, Yombouno, il a fait Je pense qu'il y a eu un travail. Mais le fond, jusqu'à présent, est-ce qu'on nous a fait le compte rendu réel, fidèle, de ce qu'on a pu récupérer de ces fonctionnaires fictifs? C'est combien de milliards? Combien de milliards? Quand je dis ce n'est même pas combien de milliards de francs, je refuse de croire que c'est 100 milliards de francs guinéens. Ça, c'est en euros. Vraiment, c'est en devise, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est ce qu'on a pris? On prend 10% ou 5% de cela pour mettre sur le salaire des fonctionnaires qu'on a augmenté? On ne sait pas. Si vous ne donnez pas de précisions, vous ouvrez la porte aux spéculations. Donc, à partir d'une précision, qu'est-ce qui a été fait? Nous avons des sociétés minières tous les jours. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Qu'est-ce qu'on récupère là? Quels sont les avantages que nous avons? Quels sont les bénéfices que nous arrivons à tirer? Si nous n'avons pas ces détails-là, ça devient compliqué pour moi. Dans ce cadre, l'augmentation de salaire, ça ne pourra rien dire. Parce que vous ne dites pas où vous avez pris l'argent là. C'était combien? Quels sont les bénéfices qu'on a eus? Est-ce que c'est lié vraiment à ces postes, à ces fonctionnaires fictifs? Est-ce que c'est lié vraiment au bénéfice de la société minière? Est-ce que c'est le 2040 qui est en train de nous donner de l'argent au niveau de Simandou? Non, Abdallah. Non, Abdallah, le monde maintenant, ce n'est plus vraiment à huis clos. Simandou, permets-moi de le dire. Est-ce que ce n'est pas un rêve de trop? Je me pose cette question. Moi, de toute façon... En 2040, est-ce que ce n'est pas un rêve de trop? Je ne vais pas rentrer de toute façon, c'est qu'on va dire. On nous a promis beaucoup de choses. On a vu des logements sociaux qu'on a annoncés du côté de Mafereya, où on a parlé de l'aéroport et tout ça, on ne parle plus de ça. On est en train de rafistoler notre aéroport à Sékou Touré. Ici, de l'autre côté, on ne parle plus de ça. Des logements sociaux, on en a parlé du côté de Debreka, même à l'intérieur du pays, dans beaucoup de localités. Qu'est-ce qu'on attend de faire cela? L'État ne peut jamais être pauvre. Prenez des sociétés qui peuvent construire des maisons des immeubles construits au niveau de Koléa, au niveau de la cité des douanes, qu'on avait même annoncé, ce sont des titres fonciers qui appartiennent aux Marocains, je crois même du côté de Kipé. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? On peut payer ça même si c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans. L'État peut continuer à payer, mais pour que les fonctionnaires soient dans des conditions normales. Au moins qu'on enlève le côté logement dans leur tête. Et qu'on arrive à respecter. Et peut-être que ça va aider les autres citoyens à avoir des logements moins chers. Oui, Abdallah. Parce que quand il y a en abondance, c'est la loi du marché, quand il y a en abondance, forcément, les prix vont baisser. C'est clair. Ça, c'est clair. Si on arrive à faire cela, ça va nous aider. Et ça, vous comprendrez, quand on respectera cela, il y a des logements, ceux qui sont fonctionnaires, tu passes 10 ans, 15 ans dedans, à la retraite. Tu quittes la maison, ça veut dire que toi-même tu t'es préparé pour aller ailleurs. D'autres vont venir et le cycle sera renouvelé. Mais jusqu'à présent, nous avons des maisons, nous avons des cités ici où c'est habité par des gens qui ne sont plus fonctionnaires et ce sont des petits-fils qui sont dans ces maisons. Et les fonctionnaires continuent. Merci. Sauf qu'il y a des Guinéens, tu l'as déjà rappelé, qui vont rester dans ces logements. Ils vont en faire un héritage. Son fils va naître, il va être fonctionnaire, il va récupérer. Voici le problème. Mais bien sûr, c'est parce que la machine n'a pas été mise en place pour qu'on essaie de comprendre que c'est un cycle. Quand vous rentrez, vous sortez. Il y a des localités ici. Vraiment, allez à la cité des journalistes, là. Bon sang de bon Dieu. Est-ce que tous ceux qui sont là-bas sont des journalistes qui fonctionnent encore pour le journalisme? Est-ce qu'il y a même des journalistes qui sont en fonction la cité du journaliste de Matoto, c'est le cas. Ça existe là. Il y a là, jusqu'au niveau de comment on appelle, de ce quartier, au niveau de Petit, quand vous êtes passé Bonfi, vous dépassez Bonfi, là où il y a le bar de Auréa, là, le restaurant Auréa, juste à la plaque là. Derrière, il y a une cité qu'on appelle la cité française. C'est des maisons de l'État qui sont là, qui ont été transformées. Seigneur Dieu. Ça existe là. On ne parle pas de ça. C'est parce qu'on comprend que l'État ne marche pas normalement. Il y a beaucoup de localités comme ça. Tant qu'on n'a qu'à l'intérieur du pays. Qu'on ne parle pas d'augmentation. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est une façon de lancer la maison, vous accordez, d'autres projets vont venir, nous savons très bien. Mois de décembre, d'ici fin décembre, ce que cela veut dire, c'est qui se trament. Qu'on essaie de tromper des gens, on augmente 100 000 francs, 200 000 francs ton salaire. Qu'est-ce que tu vas faire de ce 200 ou 300 000? C'est le petit déjeuner? C'est l'ouverture des classes? C'est la santé?
Mais quoi? Et maintenant, peut-être vous attirez l'attention des concessionnaires qui vont augmenter alors, parce qu'on dit fonctionnaires, on vous a augmenté. Donc nous aussi, on augmente. Vous créez beaucoup plus de problèmes à ces fonctionnaires que de solutions. Pas tous les concessionnaires, on sait. Mais vraiment, il y a des concessionnaires qui ne font pas de cadeaux. Donc l'État qu'il se réveille. Qu'on essaye de nous des concessionnaires fonctionnaires. Ah oui, qui marchent en fonction de ce qui a été augmenté du côté de l'État. Il faut que l'État se réveille. Qu'on ne joue pas. Toutes ces sociétés minières, ça veut dire quoi? Si ça n'a pas de sens, alors fermez. Qu'on essaie de transformer ça on va faire des briques, peut-être ça va marcher. Moi, je pense qu'il est temps de se réveiller. Augmentation, oui. Mais vraiment, pérenniser, faire sortir le fonctionnaire de la précarité sera mieux. Bien. Parce qu'avoir des maisons où tu ne payes pas, où tu payes vraiment une location modérée, c'est mieux que de nous donner 100 000 francs, 200 000 francs. Je crois que ça ne veut rien dire quoi, comme augmentation de salaire. Bien, ça ne veut rien dire comme augmentation si il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas d'amélioration du panier de la ménagère, s'il n'y a pas de logements sociaux pour ces fonctionnaires. En tout cas, nous devons éviter des pratiques politiciennes qui mettent en péril la vie de beaucoup de personnes ou compliquent de plus en plus le vécu, le quotidien du Guinéen. Le message est bien compris. À qui doit le recevoir? C'est très important. On va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand 629 95 67 deux fois. Salut mes chers journalistes. Vous êtes les meilleurs, honnêtement parlant. Le fonctionnaire guinéen est très mal payé. Sur ce, le gouvernement doit impérativement augmenter le salaire du fonctionnaire qui mène une vie misérable. Mais attendons de voir la suite. Sinon, c'est une façon de diminuer la corruption. Vivement la réalisation de cette promesse. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando, depuis Dabondi qui nous laisse cette première réaction. Salut les hommes de foi. Wallahi, les anciens qui ont fait 10 ans de fonction méritent d'avoir les 8 millions que les syndicats avaient proposés. Les anciens méritent d'être pris en charge quand ils sont malades et ils doivent être bien logés. Mamadou Salou, on en parle tout à l'heure dans cette émission. Le scanner, toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs, au stand 629 95 à 67 à 67. Bonjour Abdallah, à l'équipe des chroniqueurs. Bonjour chez moi, à Guiguel, c'est Damiti d'Alaba. Nous avons toujours dénoncé le fait que notre institution footballistique soit totalement malade, y compris les hommes qui animent la dite institution. Il y a un laisser-aller total dans la cité. On dirige selon les humeurs des hommes comme si c'était un héritage du moment où le CNRD s'est détourné de son objectif de retour à l'ordre constitutionnel pour bypasser la transition en se lançant vers une refondation artificielle pour endormir la conscience collective et ouvrir des chaînes de détournement dans l'administration. Dites-vous qu'on restera ad vita aeternam dans ces méli-mollo. S'agissant de la fermeture des radios par ce régime faute d'autorisation, c'est juste pitoyable, sachant que ceux-là qui demandent déjà ne sont à rien autorisés d'agir au nom des Guinéens. Alpha Zidane Diallo, notre ambassadeur depuis Kiroti, fidèle depuis les premières heures de cette émission. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand, uniquement par SMS au stand 629 95 67, deux fois l'infatigable communicant du général Mamadi Doumbouya, civilisé et généreux, l'enfant prodige de Bouramaya Samaya Abdallah. Une pensée positive à mon patron, honorable Job Beto Sidibé, dame gouverneur de la ville de Conakry. Ne soyez pas étonnés tout ce que mon général Mamadi Doumbouya a fait pour les fonctionnaires, puisqu'il est l'unique espoir des Guinéens. Abdallah, je vous avais dit que mon général est l'unique espoir des Guinéens qui a l'amour, la fraternité aux Guinéens, particulièrement aux fonctionnaires guinéens. Abdallah, l'unique chose que je demande à mon général, c'est, comment je peux dire ça, c'est d'approuver, qu'est-ce qu'il dit, d'approuver le nommé. Qu'est-ce qu'il dit? Le nommé Koli Koivogi, d'approcher le nommé Koli Koivogi pour savoir ce qui se passe réellement au niveau de la fonction publique pour pouvoir améliorer les conditions de vie, pour éviter des détournements, des taux de détournement. Abdallah, vous savez pourquoi je vous aime, puisque vous osez dire si c'est bon, c'est ça un peu un vrai journaliste. Je suis très fier de votre équipe dynamique, le scanner, signé le communicant du CNRD, Monsieur Silla de Luquez. Merci pour la fidélité, Monsieur Silla, comme chaque matin d'ailleurs. Le président, salam à vous et salam à mes parents de Dalaba Dintinjambouria dans mon village natal, d'Ankama dans mon village natal. L'augmentation des salaires pour les fonctionnaires est une bonne chose, mais même si on paye les fonctionnaires à 100 millions, je vous jure sur l'honneur, la corruption va toujours continuer. Le général doit penser au bas peuple qui tire le diable par la queue, car les citoyens souffrent énormément. Doumbouya doit offrir aux citoyens lambda des bus pour les soulager dans la circulation. Bonjour au club d'écoute de
l'AJADD, sans oublier JTD. Si cette information au sein de Silic Cadet se confirme, le président du Milo doit être mis en prison car c'est comme ça qu'ils nous ont fait perdre nos médailles d'argent et notre qualification mondiale cadet. Mamadou Alpha Djambouria depuis Koloma, notre Djambouria à nous. On enchaîne toujours. Bonjour le grand journaliste. Le groupe est favorable ici. L'écoute, pardon, est favorable ici à Dubreka. Merci. Donzo Sekou, le pneumatique depuis Kaporo qui nous écoute ce matin du côté de Dubreka. Nous, on enchaîne. On parle de cet autre sujet. Le 5 octobre est la date retenue pour célébrer la journée internationale des anciens, une couche indispensable au développement du pays, mais qui souffle le chaud et le froid en Guinée. La journée est passée inaperçue et telle les funérailles d'Mbandi à Grand-Chemin. En dehors des discours et plaidoyer, aucune célébration. Pourtant, ces hommes et femmes sont aux aguets nuit et jour pour offrir une formation de qualité aux apprenants. Des années sont passées, mais les anciens, un peu partout dans le monde, vivent dans des conditions encore déplorables, nonobstant leur sacrifice. Mauvais traitement salarial, manque de renforcement de capacité et autres, l'ancien, l'artisan de tous les succès, de plus en plus abandonné à son sort. Je me tourne vers vous, Mohamed Ba, le PM. C'est compliqué, ça me fait rire un peu quand on parlait de funérailles comme le funérail d'un bandit de grand chemin, c'est-à-dire que oui, mettez-le dans le trop vite et puis on va passer aux choses sérieuses. Je pense qu'on a dit presque la même chose au niveau de l'augmentation de salaire des fonctionnaires globalement. Et eux au moins ils entendent parler d'augmentation. Oui. En Guinée, les enseignants. Non, ça c'est les, comme on aime le dire, cette expression, c'est les parents pauvres. C'est eux qui ont l'étiquette de pauvreté, c'est eux qui sont appelés à ne pas connaître le bonheur, c'est eux qui sont appelés vraiment à broyer la craie tous les jours et ainsi de suite. On a suivi le reportage une fois ici de Socrate avec le philosophe qui est à la retraite maintenant avec Ansoul Bailo Baldé. Je pense que c'est compliqué de ce qui est en train de se passer. Et ce matin, je vais t'étonner, excuse-moi de t'interrompre, parce que je vais te faire visionner après ton analyse un autre reportage et tu seras encore plus dessus. Incroyable. Ça, c'est une surprise. Je pense qu'il faut qu'on essaie de mettre les gens à leur place. Si on a la chance de s'asseoir aujourd'hui dans ce studio et parler, c'est parce que quelqu'un nous a donné la craie, une ardoise, et nous apprendre à écrire, nous apprendre à lire, à compter, jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau aujourd'hui. Ces gens-là, vraiment, on ne les considère pas. On regarde beaucoup plus aujourd'hui celui qui est ministre, qui est directeur national, celui qui a de l'argent, celui qui est grand commerçant, même pas. Mais l'enseignant, lui, qui fait tout, parce que quand on est grand commerçant aussi, on apprend à compter quelque part. Ouais. Ça aussi, quelqu'un vous a aidé à le faire, même si il n'a pas le titre d'enseignant ou quoi, mais il vous a appris. Mais globalement pris, notre pays, on n'accorde pas de l'importance aux enseignants. Une journée devrait être dédiée spécialement, si on n'arrive pas à le faire, mais que les enseignants arrive à comprendre, et cette date n'est pas placée à n'importe quel moment, c'est à l'ouverture des classes. C'est le bon moment de donner vraiment de la valeur, de donner vraiment à ce qui méritent ces enseignants dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, si vous voulez voir ceux qui sont endettés dans les quartiers, ceux qui ont des cahiers de dettes ouverts chez Mamadou, ce Sali ou en tout cas le boutiquier, ce sont les enseignants. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? Imaginez un jour, 2 jours, que ceux-ci disent qu'ils ne vont plus donner des cours, qu'on reste là. Comment va bouger l'État? Vous pensez qu'on va débarquer d'autres personnes qui vont faire quelque chose? Non. L'enseignant mérite mieux que cela. L'enseignant, vraiment, si quelqu'un devrait vivre mieux de son salaire, vivre de son bonheur, parce qu'il donne de la formation, c'est bien sûr c'est l'enseignant. Je ne parle pas de l'enseignant ministre, l'enseignant directeur national ou l'enseignant de quel poste. Je parle de celui qui prend la craie, qui est dans les salles de classe, qui donne de la formation aux enfants des autres. Il ne sait même pas, il vient d'où, c'est l'enfant de qui. C'est lui qui a, avec sa méthodologie, il met la méthode. Imagine dans une salle de classe des différents types d'enfants avec les formations, comme on appelle, d'éducation différentes, avec des attitudes différentes. Mais lui, il a la capacité, il a la technique qu'il faut, il a la pédagogie qu'il faut pour pouvoir donner des cours à ses enfants et inculquer de la valeur, ce qui leur permettra de vivre mieux de leur métier. Je pense qu'il est temps de se réveiller. On ne doit pas avoir de complexe là-dedans. On dira que mais tous les fonctionnaires, tous les fonctionnaires ou tous les, comment on appelle, les cadres se valent, mais je dirais non. On peut avoir d'autres formations, mais on ne peut pas être formé sans passer par l'éducation, sans passer par l'enseignement. Donnons de la valeur
à l'enseignant guinéen, à l'enseignant tout court. Mais si cela n'est pas le cas, il ne faut pas s'étonner qu'on rencontre toujours des difficultés dans certains domaines par rapport à la formation que nous recevons. Parce que depuis un certain temps, on dit que la formation du jeune Guinéen, le niveau n'est pas cela. On a du mal à accepter notre niveau au-delà de nos frontières, en France et un peu partout, parce qu'on ne continue pas de mettre la valeur à celui qui donne ces formations. S'il n'est pas dans les conditions, les meilleures conditions, il sait qu'à telle heure, il y a tel tirage qui doit avoir lieu en parlant des PMU ou je ne sais pas d'autres paris. Le professeur vous laisse en classe, il va jouer pour ne pas qu'il rate cette période, pour ne pas qu'il arrive à rater ce pari qu'il doit avoir. Je pense que cela posera des problèmes au niveau de la formation. S'il est obligé de rester à la maison parce qu'il n'a pas de transport, eux qui vous ratiez dans le mois 2 ou 3 cours, ne vous étonnez pas que cela vraiment se répercute, cela soit visible au niveau de la formation vers la fin de l'année. Je pense qu'on doit mettre tout pour que les conditions, pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie de ces enseignants, qu'ils soient de Conakry ou de l'intérieur du pays, dans les préfectures ou dans les villages les plus reculés, les conditions de vie doivent être améliorées. Moi, aujourd'hui, les fonctionnaires, si on disait seulement vraiment l'augmentation de salaire qu'on a fait là, on le fera seulement pour les enseignants, moi, je serais pour. Parce que je sais ce que ces enseignants sont en train de faire pour l'avenir de notre pays. En tout cas, dans ce métier, l'on ne triche pas. Pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec un fondateur d'école privée qui m'a quand même énervé, hein, honnêtement, pour vous dire. Comment il a réussi à t'énerver, toi qui t'énerves? Il m'a énervé, honnêtement. On discutait. Après, le monsieur, il a une grande école, une très grande école. Je pense que tu y es allé. Une très grande école, je ne vais pas citer le nom. Une très très grande école. Il bâtit une infrastructure de milliards de francs guinéens. Après, le monsieur, il me sort, monsieur le journaliste, attendez, moi j'ai fait appel à des jeunes pour les aider. Je leur ai dit pour le primaire, de la première année en 5e année, je peux les payer à 800 000. 800 000 francs guinéens. 800 000 francs guinéens. Le monsieur, il a une infrastructure d'un étage d'R plus 4 ou 5, si je ne me trompe, avec des salles, une nouvelle école, mais il se permet de dire, lui, après des investissements de milliards de francs guinéens, qu'il veut payer un enseignant à 800 000 francs guinéens. Est-ce que ce monsieur est en train de contribuer à l'éducation ou est en train de mettre à genoux notre système éducatif? Ce sont des personnes qu'on doit arrêter, les traduire. Attention, je pense que plusieurs enseignants au primaire, c'est autour de 800 000, 900 millions. Non, 800 000 pour une infrastructure comme ça, c'est se tuer, c'est se tirer une balle dans la tête. Tu ne peux pas vouloir donner une formation de qualité à un enfant qui paye déjà. Imaginez, pas pour te couper. Juste, j'ai vu la fiche de renseignement. Hein. Juste la première année, c'est à 100 000. 100 000. Dans les salles, parce que je suis allé, vous avez 50 tables bancs. 50 tables bancs où on doit avoir 2 personnes par table banc, vous avez déjà 100 élèves. Écoutez, mais quand même. Après, je l'ai carrément dit, j'ai dit, monsieur, si vous faites ça, vous mettez à terre votre investissement. Pas parce que je ne vous aime pas, mais je vous dis cette vérité. Vous n'aurez pas d'enseignants de qualité. De qualité, et tu n'auras pas de clients, tu n'auras pas d'élèves. Puisque tu n'auras pas d'élèves, alors tu perds ton investissement. C'est très simple. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. C'est parce que tu n'as pas aujourd'hui assez d'informations. Mais quelle est la base aujourd'hui dans les écoles primaires là? Vous allez comprendre le titre qui est là, quand on dit que quand la souffrance et la précarité rythment le quotidien de l'enseignant, vous allez comprendre combien de fois que ce titre qui est là, qu'il est poignant et qu'il dit tout de ce qu'on ne dit pas. Par rapport aujourd'hui à la question liée à l'enseignant, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous allez comprendre combien de fois que ces personnes-là frôlent la précarité. Ils ne frôlent même pas la précarité, ils vivent la précarité. C'est que même si on peut aller à l'extrême précarité, il faut le rappeler, parce que c'est aujourd'hui les conditions dans lesquelles certains fonctionnent, enfin certains enseignants travaillent, vous allez voir que ce sont des gens qui peinent même à s'habiller normalement. Je dis bien à s'habiller normalement. Vous voyez certains, vous les assimilez à des fous. Pourtant, ils ne le sont pas. C'est parce qu'ils manquent de moyens pour s'offrir réellement ce luxe vestimentaire. Parce qu'ils n'en ont pas. Tout ce qu'ils en ont, tout ce qu'ils peuvent en avoir, c'est investir soit peut-être dans la formation des enfants, ou dans les popotes, comme l'a rappelé Ba tout à l'heure. Ce sont des gens aujourd'hui, quand vous regardez même chez les boutiquiers, des cahiers ouverts à leur nom uniquement. Vous ne pouvez même pas compter le nombre de lignes ou de barres, c'est-à-dire
qui leur sont aujourd'hui destinés à payer à chaque fin du mois. C'est qu'à chaque fois, vous allez voir, si certains vous expliquent leur situation, vous allez voir que par mois, ce que le monsieur prend, c'est honnêtement et directement pour rembourser d'abord les dettes. Tout, je dis bien tout, prendre une nouvelle dette pour le nouveau mois. C'est que le mois qui est là. Oui, c'est qu'aujourd'hui, quand on pense à la situation de l'enseignant, je me demande avec quelle magie qu'on peut vraiment, que ces gens-là peuvent aider à avoir l'enseignement de qualité alors qu'eux-mêmes souffrent. On dit souvent dans nos langues nationales qu'un ventre vide ne peut pas, c'est-à-dire ne peut pas se tenir. Une personne qui n'a rien mangé peut donner quoi? Peut dégager quoi comme étant énergie? C'est impossible. Aujourd'hui, la situation des enseignants doit interpeller l'État. Ça a toujours été le cas. Dans le monde il y a eu tellement de mouvements, de protestations, de réclamations. On vient à peine de sortir quand même d'une autre protestation par rapport aux enseignants contractuels pour leur accès à la fonction publique locale. Vous allez comprendre combien de fois, si vous évaluez ce que ces gens-là vont percevoir comme étant salaire, vous allez encore prendre la tête. Bien. Vous allez encore vous dire combien de fois qu'il en reste encore, que beaucoup, le chemin il est long. Par rapport à cela, ça interpelle tout le monde et surtout l'État, parce que quand même, on est en train de parler là des enseignants, surtout de l'école publique, des écoles publiques, des enseignants qui travaillent pour l'État, des fonctionnaires, il faut le dire, des personnes. Si vous regardez, je dis même des chaussures, ce sont des chaussures de 1903, des chaussures avec lesquelles Hitler faisait la propagande pour son accession au pouvoir en 1930-33. Tu ne vas pas nous amener. Allez, on va aller sur le terrain. Cette fois, c'est un zoom réalisé par la rédaction politique du groupe Kavi Média. Nous nous sommes intéressés à la vie d'un enseignant qui a subi un accident en 2023 alors contractuel. Malheureusement pour lui, le triste destin lui a réservé aujourd'hui une réalité très très différente. Il ne sera pas admis au dernier concours d'accès à la fonction publique organisé par les autorités en place. Aujourd'hui, je vous envoie, auditeurs et téléspectateurs, suivre le destin encore cruel d'un autre enseignant contractuel aujourd'hui qui n'a que ses yeux pour pleurer. On suit cet élément de reportage dans Souba et le Baldé. On se retrouve derrière pour le décryptage. Âgé de 39 ans, Mamadou Djouldesso a été affecté à Dalaba en tant qu'enseignant contractuel par l'État guinéen, mais avec le concours de recrutement organisé par le ministère du Travail et de la fonction publique, l'homme n'a pas été retenu pour être fonctionnaire local au compte de l'enseignement. En cette journée internationale de l'enseignant, Mamadou Djouldesso vit dans des difficultés avec sa famille. Que de la honte, monsieur. Dans la famille, nous vivons ensemble parce qu'on est contraint de vivre avec la famille. Sauf que les amis, les collègues, les voisins nous voient aujourd'hui comme vraiment des gens qui n'ont rien à faire, qui sont lancés en tout cas dans des activités non rentables. Franchement, nous vivons amèrement. Comme nous l'avons trouvé, Mamadou Djouldesso vit avec un handicap qu'il a contracté dans sa vie professionnelle. C'est le 23 juillet 2023 qu'il a subi un accident de la circulation sur la route de Dalaba, son lieu d'affectation pour Conakry. Son petit doigt de la main droite a été coupé, nous confie-t-il. C'est ma main où j'ai perdu le plus petit doigt alors. Il ne me reste que 4, mais heureusement pour moi, j'ai parvenu quand même à réadapter la main gauche à l'écriture, malgré que j'ai perdu la moitié de ma main. À la question de savoir comment il mène la vie avec sa famille, voici sa réponse. Plus ou moins, bon, chacun sait que quand le mari peut-être n'a pas assez de dépenses à donner à sa femme, qu'est-ce qui va arriver? Donc, chacun peut se juger lui-même par rapport à ça, que quand le mari ne travaille pas, c'est lui qui est habilité à donner les dépenses de la famille. Donc, c'est un peu, c'est quand même difficile. C'est difficile à vivre. Mais quand même, comme il y a l'amour depuis avant le mariage même, donc nous continuons à vivre encore ensemble.
L'enseignant qui traverse des moments difficiles avec sa situation interpelle les autorités de la transition à revoir leur cas pour qu'ils soient intégrés à la fonction publique. Et voilà ce récit, ce reportage d'Ansou Baïlo Baldé que nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Yaya Diallo, encore un nouveau cas, un nouveau destin cruel que nous diffusons cette semaine après celui du Sergent Wamounou. Oui, absolument. C'est triste de voir effectivement que un jeune de 39 ans, il est jeune, voyez-vous, c'est maintenant qu'on devrait pouvoir préparer son avenir et l'avenir de ses enfants. C'est des enseignants, c'est des gens qui ont opté pour ce métier, et c'est un noble métier, mais qui est devenu un véritable, disons, c'est le cadet, ou c'est le souci des cadets de nos dirigeants, qui aujourd'hui ne s'y intéressent pas, effectivement, pour pouvoir comprendre que tout passe par l'éducation, donc par l'enseignement. Tout ce que nous voulons changer dans notre pays ici, si nous voulons bien changer la donne, il va falloir passer par les enseignants. Ce sont eux-là qui sont les porteurs de messages dans les différentes salles de classe. Ce sont eux-là qui peuvent effectivement changer positivement les esprits à travers les cours qu'ils sont en train de donner. Donc c'est des dépositaires de valeurs universelles. L'enseignant, c'est tout. Je crois que nous sommes confrontés à une multitude de problèmes aujourd'hui dans notre pays ici. Presque dans tous les secteurs, nous avons besoin de réformes. Le constat est là. Il y a un besoin d'un véritable changement dans tout ce que nous sommes en train de faire ici. À mon avis, si nous voulons bien changer, il faut effectivement passer par l'enseignement. Ce sont les enseignants qui sont les personnes les mieux adaptées, les mieux placées pour pouvoir passer les messages de l'État et la manière la plus adaptée. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème lié au civisme dans notre pays ici. Nous sommes confrontés à un problème lié, quelquefois même, disons, des problèmes liés aux dangers environnementaux, des problèmes liés à la corruption, de tout ce que nous dénonçons aujourd'hui. Parce que, comme l'a dit, et je pense qu'il avait bien raison de le dire, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Ouais. Ce sont les enseignants qui sont au niveau de ces différentes salles de classe-là. Ce sont eux-là qui donnent des cours, quelquefois, à des jeunes gens, des enfants, des opprimeurs. Vous êtes en face, vous partagez beaucoup plus de temps avec vos enseignants que vos parents au niveau de la main, en tout cas dans certaines circonstances, avec vos parents. Donc je pense qu'il y a là effectivement un vide que l'État doit pouvoir compenser pour pouvoir amener les enseignants, et pour le faire il faut effectivement et fondamentalement essayer de revoir comment est-ce qu'il faut améliorer leurs conditions de vie. C'est quelque chose de très fondamental. Mais je suis de ceux qui pensent que, coïncidence ou pas, la célébration en différé de cette fête d'enseignants cette année est révélateur de l'état de santé financier, ou tout au plus la place que l'enseignant occupe dans la société guinéenne. À distance, le ministre a pu passer, disons, une déclaration. J'ai bien aimé les mots qu'il a pu placer dedans. C'est vrai qu'il y a eu un tout petit peu de changements qui ont pu intervenir ces dernières années pour pouvoir améliorer plus ou moins les conditions de vie des enseignants. Au niveau des primes de logement, il y a une augmentation, c'est une évidence. Au niveau des primes de transport, il y a eu des augmentations, c'est une évidence aujourd'hui. Mais l'État pouvait aller plus mieux pour pouvoir mettre ces enseignants-là, ces gardiens de la société de la République, disons, dans des conditions qui peuvent leur permettre de mieux donner les cours dans les différentes classes. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons un mauvais fonctionnaire, ça veut dire qu'il a été un mauvais élève. Et un mauvais élève, ça veut dire qu'il a un tout petit peu, effectivement, frotté un mauvais enseignant tout court. Parce que c'est une suite logique. Donc, nous voulons avoir des bons ministres, des bons journalistes, des bons gendarmes, des bons militaires. Il va falloir effectivement essayer de revoir au niveau de nos différentes salles de classe à travers les enseignants. Ce sont eux-là qui peuvent effectivement permettre à ce que nous ayons une société plus juste, une société où il y a effectivement des valeurs qui sont fonctionnelles entre les différentes couches sociales. Je crois que ce qui pourra permettre à la Guinée aujourd'hui, en dépit de tout ce que nous faisons face aujourd'hui comme enjeu, si nous voulons le faire. Et c'est cela aussi, parce que les moyens
l'enseignant, au-delà de son salaire, doit pouvoir bénéficier d'un certain nombre de moyens pédagogiques qui peuvent lui permettre effectivement de mieux donner son cours. Parce que au-delà de son état financier qui est très bas, mais si l'enseignant aussi n'a pas un certain nombre de moyens qui peuvent lui permettre, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où les dirigeants actuels veulent que l'éducation, l'administration de manière générale soit complètement modernisée. Et les enseignants ou l'éducation, c'est un segment aussi très important pour l'administration. Tout tourne autour de là. Je pense qu'il faut pouvoir créer toutes les conditions pour adapter les enseignants aux nouvelles technologies de l'information, ce qui pourra permettre à l'État disons, d'abrévier tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'enseignant dans notre pays ici, ça veut dire que nous avons mis ce qu'on appelle le métier de l'enseignant comme étant une catégorie de maudits qui effectivement n'ont pas pu. Excusez-moi du peu, hein, c'est cela. On ne va pas aller jusqu'à ce niveau. Enfin, mais on considère que le métier c'est la malédiction parce que vous y êtes, vous travaillez pendant plus de 30 ans, 40 ans. Le cas de Socrate en illustration, même si en partie Socrate a pu bénéficier quand même d'une reconnaissance nationale, il faut le dire de passage, par le CNRD, il a reçu une enveloppe ici, il a reçu un véhicule et tout ce qui s'ensuit. Je crois que ne serait-ce que cette reconnaissance nationale, lui au moins il a pu bénéficier de là. Mais combien des enseignants aujourd'hui sont dans ça? Je crois que j'ai pratiqué un enseignant, il sort à 6h, il rentre à 18h. Il enseigne quelque part au primaire. Quand il quitte là-bas, il est obligé d'aller faire les cours de révision dans les différentes maisons pour pouvoir lui permettre effectivement de faire face aux besoins de sa famille, aux besoins primaires de sa famille. Il m'a fait comprendre qu'il a 5 enfants, tous ces enfants-là doivent être à l'école. Comment peux-tu le faire? Alors, enseignant au niveau de primaire, vous savez, le salaire le plus élevé tourne autour des 1 500 000, ça ne dépasse pas là-bas. En tout cas, donc je pense qu'il faut qu'on essaye de voir tout cela pour que ces enseignants-là puissent être, disons, plus ou moins confortables dans tout ce qu'ils sont en train de faire, ce qui pourra permettre et à l'État et à la société guinéenne de sortir dans cette situation qui n'a fait que trop durer. Bien, on va aller avec quelques réactions d'internautes avant d'aller en pub, il faut le dire. Nabi Kifinda Bangoura qui nous dit « Bonjour ma seule radio et à toute l'équipe de la radio Kavi TV. Je l'écoutais très favorable depuis Tokyo au Japon. En matière de logement social en Guinée ne va jamais être résolu, croyez-moi, parce que ceux-mêmes qui doivent régler le problème ont tous investi dans ça. Combien de maisons chaque ministre et des directeurs généraux alors ont à l'intérieur de Conakry? Regardez combien coûte le logement à Conakry, c'est vraiment dommage qu'Allah nous vienne au secours. Amen. Mohamed Lamine Souma qui nous écrit « Tant qu'on ne valorise pas ce corps de métier, notre pays fera toujours du surplace. C'est aussi simple que cela. » Un autre internaute, Vieux Père MB, je vous regarde depuis la casse de Dixine Gare Conakry. Merci pour la fidélité du côté de la casse sur notre stand 629 95 67 67. Sacré il a totalement raison, Wallahi. Alpha Zidane Diallo qui revient. Une pause. Derrière, nous prendrons la direction de Cancan où nous parlerons de la fermeture de certains médias privés pour, dit-on, non réglementaire, si on peut l'appeler comme ça, ou pour faute de documents administratifs. C'est tout à l'heure après cette pub. Journée internationale de la jeunesse et journée ville morte en République de Guinée et des questions pour la jeunesse guinéenne. Ah oui, coïncidence heureuse ou malheureuse, je suis déçu, je pense qu'elle est malheureuse parce que c'est vrai que la jeunesse guinéenne aujourd'hui occupe en tout cas à peu près 65%, 70% de la population générale guinéenne, ce qui nous amène à dire effectivement, elle doit se remettre en cause dans son ensemble pour pouvoir comprendre les enjeux qui l'attendent. La jeunesse et le numérique pour le développement durable. Donc c'était vraiment important qu'à l'occasion de cette journée, que toute la jeunesse guinéenne aussi se mobilise, se retrouve sur des espaces, que cela soit des espaces numériques ou des espaces physiques, pour animer des conférences, pour tenir des sessions de formation, de renforcement de capacité, ou encore pour faire des panels, des échanges, permettant vraiment de mettre un focus sur la jeunesse guinéenne.
Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se retrouver sur la table du dialogue? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut éviter le pire pour notre pays qui est déjà économiquement affaissé? Et quand on parle de problèmes dans ce pays, il faut comprendre que nous avons deux types de régimes dont la Guinée a accepté de gérer la vie de la nation, c'est la démocratie. Et quand on parle de la démocratie, nous savons très bien il y a des tiroirs qui se trouvent dans cette thématique de démocratie. Et des éléments, des outils, des matériels qui caractérisent ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on parle de démocratie, forcément, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Cela ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission, Le Scanner. Merci de nous écouter si vous êtes sur la 89.5 en bande FM à Conakry, à l'ABC sur la 96.5 grâce à nos partenaires de Beta FM. À la télé, vous nous regardez sur Kavi TV, canal 113 du bouquet Star Times, canal 779 partout dans le monde et en Afrique. Il faut le rappeler. Je vous le disais, c'est une exclusivité. Siaminfo.com, notre site d'information. À Kankan, 3 médias privés sont interdits d'émettre jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de Bouré FM, Baraka FM et Badrou Islam FM. La décision, selon notre correspondant basé sur place, est intervenue le vendredi 4 octobre 2024. C'est une équipe de l'Agence de régulation des postes et télécommunications ARPT qui a procédé à leur fermeture. Nous apprendons, il est reproché à ces médias d'être implantés illégalement sans autorisation ni document administratif leur permettant d'émettre dans la ville. Pour mieux comprendre, nous prenons la direction de Kankan où nous attend Paté Sangaré. Il est notre correspondant du groupe Kavi Média au compte de notre site siaminfo.com. Si tout va bien du côté de la régie, je pense que c'est bon avec Paté. Paté, bonjour. Bonjour Paté. Bonjour Paté. Oui, allô? Bonjour Paté, comment ça va, cher ami? Oui, je vais bien. Bien, on parle de la fermeture de ces médias du côté de Kankan. Que se passe-t-il de ce côté selon les informations que vous avez glanées ça et là? Bonjour à vous et bonsoir à vos téléspectateurs et auditeurs. Bien. Dans la journée du vendredi, c'est une information que nous avons appris dans les rumeurs que certains médias de Kankan seraient fermés. Et sans aucune communication de la part des autorités qui ont procédé à la fermeture de ces médias. Oui. Donc, en tant que journaliste, nous avons cherché à savoir pourquoi ces médias ont été fermés. Oui. Donc, de recherche en recherche, même si beaucoup de personnes n'aimaient pas se prononcer sur le sujet, nous avons eu à avoir certaines informations, confirmant d'abord l'information pour dire que oui, c'est vrai, des médias à Kankan sont fermés. Ces médias, il s'agit de la radio Bouré FM, de la radio Baraka qui était en phase d'essai, de la radio Fraternité et une radio islamique appelée ici la radio Badrou Islam FM. Donc ça fait 4 radios au lieu de 3 maintenant. Voilà, contraire, si avant c'était dit que c'est 3 radios, mais désormais c'est 4 radios. Mais pour le cas de la radio Fraternité, ça, c'était fermé il y a très très longtemps, mais sans que les gens ne soient informés, parce que beaucoup de personnes n'étaient même pas informées de l'existence de cette radio ici à Kankan. Bien. Donc, ça fait maintenant 4 radios. Maintenant, on a demandé le directeur de l'information qui a accompagné l'équipe qui est venue de Conakry, parce que selon nos informations, c'est une équipe de l'ARTP venue de Conakry qui a procédé à la fermeture de ces médias. Ouais. Donc, nous avons demandé au directeur de l'information, est-ce que l'information, vous confirmez l'information en disant que oui, des médias à Kankan sont fermés? Il dit oui, des médias sont fermés. Mais pourquoi ces médias sont fermés? Donc, il a fait savoir que ces médias n'étaient pas autorisés d'installer ici des studios à Kankan. Certaines parmi ces radios seraient autorisées d'installer des relais à Kankan, mais pas des studios. Bien. Donc, il y a des radios parmi ces radios qui émettent comme ça depuis maintenant 2 ans, sans vraiment ces documents administratifs. Et nous avons essayé de joindre les responsables de ces radios pour voir est-ce que réellement ce qu'on les reproche est vrai. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas accepté de parler, ils ont refusé catégoriquement, sauf certains qui ont affirmé oui, ils ont des problèmes de documents. Donc,
On a pensé que le silence de ces responsables a confirmé effectivement que ces radios n'étaient pas aux normes pour émettre à Kankan. Bien. Pathé Sangaré, notre correspondant de ce côté. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quand même eu de communication officielle de la part de Kansan Doumbouya. C'est lui le directeur de communication et de l'information, si je ne me trompe. Oui, c'est lui le directeur de l'information et dans les articles, c'est signalé, c'est lui-même qui a accompagné l'équipe qui a effectué la fermeture de ces médias. Oui. Mais quand on l'avait rencontré la dernière fois, il a dit que pour le moment, il ne souhaitait pas se prononcer sur le sujet, mais qu'il préparait une conférence de presse au cours de laquelle il va édifier, il va informer la population de Kankan pourquoi ces médias sont fermés, parce que ce qu'il faut reconnaître que dans la ville, ce qui s'est dit, c'est que le CNRD est en train de se lancer ou bien continue la même procédure en fermant les médias privés, mais une information qui est démentie par Kansan Doumbouya, parce que pour lui, c'est ce que beaucoup de personnes diront que c'est le travail du CNRD, fermer les médias privés, mais pour ces médias dont je viens de citer là, pour le cas particulier des médias dont je viens de fermer là, c'est un cas exceptionnel. Ce sont des médias qui n'ont pas de papier et que dans un pays normal, lorsque vous n'avez pas de papier, ou lorsqu'une radio n'a pas un papier d'émettre dans une localité, elle ne doit pas émettre. Donc, dans les jours à venir, précisément le jeudi, ce qu'il a dit, il va organiser une conférence de presse au cours de laquelle il va informer la population de Kankan pourquoi les autorités ont procédé à la fermeture de ces médias. Donc, rendez-vous pris jeudi avec Kansan Doumbouya. Oui, précisément à 15h, ce qu'il a dit. À 15h, oui, Mohamed. Ça fait combien de temps que ces radios émettaient? Ça fait combien de temps? Est-ce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que ces 4 radios émettaient sur Kankan? Bon, quand on prend par exemple le cas exceptionnel de Bouré FM, il faut rappeler que cette radio émet maintenant à Kankan il y a plus d'1 an, on va dire maintenant aux environs de... Ça fait maintenant 2 ans presque que la radio est en train d'émettre. Ouais. Maintenant, quand on prend le cas de Baraka FM, c'est une radio qui est en phase d'essai, dont le promoteur vendu comme ça est en train de se battre pour amener la radio, même si les annonces ont été faites sur les réseaux sociaux. Bien. Est-ce que ces radios n'émettent pas dans d'autres préfectures de la Haute-Guinée? Bouré, par exemple, émet ici à Sigiri, c'est autorisé d'émettre à Sigiri, mais à Kankan, ils n'ont pas d'autorisation d'émettre à Kankan. Donc, elle devait en tant que radio simplement installer des relais, c'est ça? Oui, bon, le relais aussi, pour le cas de Bouré, ça c'était en cours, mais ça n'a pas été confirmé par les autorités, qu'ils devaient attendre d'abord la confirmation des autorités avant de commencer ici à émettre, mais ils se sont précipités pour commencer à émettre. Mais maintenant, depuis 2 ans, presque la radio émettait sans aucun problème. Donc, c'est dernièrement que les autorités ont révélé que vraiment ces papiers n'étaient pas au complet et ils n'avaient même pas d'autorisation d'installer le relais d'abord, à plus forte raison, un studio. Bien. D'autres questions avant de laisser toujours. Est-ce que par rapport à ces radios, est-ce que selon ce que vous avez observé ou bien ce que vous avez entendu, est-ce que ces radios sont critiques à l'endroit des autorités de Kankan? Bon, ce qu'il faut dire, ce sont des radios bon, je ne sais pas comment je vais dire, mais en majorité, ce sont des radios. Non, en majorité, ce sont des radios religieuses, on va dire comme ça. Thématique. Voilà, quand on prend par exemple Bouré FM, c'est une radio qui appartiendrait à Kankan, le relais qui serait installé, qui pourrait être installé à Kankan, qui appartiendra à un Karamon, qui passe ses publicités là-bas. Batrou Islam FM aussi, c'est pour le président d'une association islamique ici encore. Donc en majorité, ce sont des radios purement islamiques. Purement islamiques. Voilà, pour le cas exceptionnel de Baraka, ça, ce n'était pas une radio islamique, mais voilà, qui pour le moment était en cours d'installation, mais qui n'avait pas encore terminé. Bien. Oui, on le sait bien, effectivement. Le seul argument que l'État peut brandir, c'est ce manque de ce document-là. Dites-nous, en dehors de la licence ou des agréments, quels sont les documents qui manquent à ces promoteurs de médias-là? Et effectivement, si vous allez, je crois bien que vous êtes parti vers eux, est-ce qu'ils ont écrit en bonne et due forme à l'ARPT pour pouvoir obtenir tous ces documents-là? Bon, pour le moment, c'est très difficile d'avoir ces informations, puisque quand vous vous dirigez vers ces responsables de ces médias pour avoir plus d'informations, catégoriquement, on vous dit qu'on ne veut pas se prononcer sur le sujet. Donc,
pour le moment, on ne sait pas, à part l'agrément et les documents d'autorisation, quoi d'autre qui serait reproché à ces médias, mais pour le moment, ce qu'on connaît officiellement, c'est que ces médias n'ont pas de documents administratifs délivrés ici par les autorités en charge du secteur dans notre pays. Bien. Pathé Sangaré, notre correspondant siaminfo.com. Oui, dernière question, hein, Mohamed Ba. On doit prendre un autre invité. Pathé, par rapport à la fermeture, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous parler de l'effectivité de cette fermeture? Depuis quand ces radios, depuis la prise de décision, ne mettent pas? C'était depuis le vendredi que cette décision a été officialisée. D'abord, à fuiter dans les rumeurs, on va dire comme ça. Et depuis ce jour, ces radios sont fermées, ne mettent plus. Jusqu'à présent, ces radios ne mettent pas encore. Bien. Pathé Sangaré. Oui, d'autres questions, Mohamed Ba? C'était pour savoir si vous avez fait un tour au niveau des locaux de ces différentes radios-là. Ils sont cadenassés? Ce matin, je suis passé devant une de ces radios, j'ai vu que c'était catégoriquement fermé. Et hier même, j'écoutais certaines radios à Kankan. J'ai vu qu'une de ces radios que je vais préférer taire le nom ici, a préféré maintenant débarquer dans une autre radio en informant les auditeurs qu'ils ont une panne technique, que dans si peu de temps ça sera réglé. Donc, ils ont fait déménager, on va dire comme ça, leur programme dans d'autres médias pour poursuivre leurs activités sous couvert de ces médias, mais bien. Sans que on a un autre invité. Mais attention, on a un autre invité. On va se calmer. On a un autre invité qui est impatiente, s'il vous plaît. Pathé Diallo, oui, continue avec le développement. On a un autre invité. Si on organise pas. Oui, mais là, il développe, mais allez-y. Oui, mais vous l'avez interrompu pour qu'on puisse aller. Vous avez eu votre temps d'antenne. Allez-y, Pathé, on vous écoute. Voilà, je disais que maintenant, là, que c'est ce que j'ai constaté hier, lorsque j'écoutais des radios. Certains ont préféré débarquer dans d'autres radios avec leur programme pour continuer leurs activités en informant la population que vraiment ils ont une panne technique. Bon, je ne sais pas si les autorités vont aussi veiller à ça pour mettre fin à ça aussi. Bon, pour le moment, la question reste posée. Bien. Merci, Pathé Diallo. Je rappelle que vous êtes Pathé Sangaré, j'y arrive. Je rappelle que vous êtes correspondant de notre site d'information siaminfo.com du côté de Kankan. Merci d'être intervenu dans cette émission. Merci beaucoup. Merci. Nous revenons à Conakry. Un invité surprise. Nous allons tout à l'heure essayer d'avoir le président de l'URTELGUI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, par rapport à cette actualité, la fermeture de ces 4 médias maintenant. Ce n'est plus 3, mais 4 médias. On va lui poser en tout cas quelques questions sur l'effectivité et surtout par rapport à ce que notre correspondant vient de nous, tout ce que notre correspondant vient de nous dire de ce côté. Il est, en tout cas pour l'heure, celui qui souhaite prendre la parole en attendant d'avoir Kansa Doumbouya, qui est le directeur de l'information du côté de Kankan, directeur de l'information détaché par le ministère de l'information et de la communication. Si tout est bon de ce côté, Diallo, on peut aller avec... c'est bon de ce côté avec la réalisation. Est-ce que Monsieur Camara est au bout du fil, pardon. Monsieur Aboubakar Camara, président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, Monsieur Camara. Est-ce que le réseau qui nous fatigue? Monsieur Camara, bonjour. Monsieur Camara, bonjour. Appelez, on va aller Diallo. Allez-y avec l'appel. On va attendre du côté de la... Allez-y. Monsieur Camara, bonjour. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de la réalisation. Monsieur Camara, bonjour. Est-ce que Monsieur Camara est là? Est-ce que Monsieur Camara nous reçoit? Monsieur Camara, bonjour. Bonjour Monsieur Camara. En attendant, oui, Mohamed Lebavou qui avait eu cette exclusivité, c'était hier tard la nuit que vous avez publié cet article. Oui, évidemment, l'article nous est parvenu tardivement, nuitamment, il faut le rappeler, par rapport à la fermeture. Ce qui était dans l'article, c'était la fermeture de 3 médias, mais vous allez comprendre avec les explications de Pathé Sangaré, qui est correspondant de siaminfo.com dans la préfecture de Kankan. Vous allez comprendre qu'il y a une autre radio qui était déjà fermée, qui ne parlait plus, il faut le dire comme ça, des mois avant la décision concernant ces 3 dernières radios
qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Est-ce que c'est un problème de documents administratifs comme annoncé ou dit dans le papier? On n'en sait pas trop. Je crois que la personne la mieux ou les personnes les mieux indiquées pour nous parler de tout cela, soit les promoteurs de ces radios-là ou le directeur de l'information et de la communication de la dite région. Kansan qui ne souhaite pas pour l'heure prendre la parole pour parler de tout cela, mais je crois quand même que si nous avons le président de l'IRTELGI, il doit en savoir quelque chose de cela, parce que quand même il est le responsable aujourd'hui quand on parle de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Il doit en savoir beaucoup par rapport à cela. Bien. Je crois que c'est dommage ce qui arrive. Bon, enfin, c'est difficile pour le moment de tirer une conclusion de tout cela pour savoir qui a tort de l'État, des autorités ou des promoteurs de ces différentes radios-là. Mais ce qui reste clair, c'est quand même 3 ou 4 radios de moins sur l'ensemble du territoire national, parce qu'aujourd'hui, ces radios-là, même si quand vous demandez à d'autres personnes, elles vous diront qu'aujourd'hui, à Kankan, dans le paysage médiatique, il y a un on me signale que le président de l'URTELGI, s'il vous plaît, la réalisation, c'est le président de l'URTELGI et non pas Tessangari, s'il vous plaît. C'est le président de l'URTELGI. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, monsieur Abdallah. De ce côté, vous allez certainement couper votre radio pour pouvoir bien nous recevoir, sinon il y aura un écho à l'antenne. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, monsieur Abdallah. Cette nouvelle, vous avez appris comme nous cette nouvelle du côté de Kankan. À Kankan, on nous apprend la fermeture de 4 radios privées depuis vendredi. Est-ce que vous avez eu vent de cette nouvelle, vous, du côté de l'URTELGI? Oui, bien évidemment. Depuis hier, ce dossier. Allez-y. Parce que là, il faudrait que vous coupez votre radio si vous êtes dans votre voiture. Non, c'est pas ici. Oui, la radio. On a de l'arsène, ça ne va pas de ce côté. Il y a certainement un problème de retour de ce côté. Oui, c'est ce que je comprends. Il y a un problème de ce côté. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Il y a un petit souci. On va essayer de relancer pour une seconde fois Monsieur Camara Aboubakar. Il est président de l'URTELGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Il va essayer de nous en dire plus par rapport à ce qui se passe. Oui, Monsieur Camara, bonjour. Rebonjour, s'il faut le dire. Bonjour, monsieur Abdallah. Oui, on parle de la situation à Kankan où 4 radios privées ont été fermées par les autorités pour, dit-on, faute de documents ou d'autorisation. Est-ce qu'à l'URTELGI, vous avez eu vent de cette nouvelle? Je posais la question tout à l'heure. Oui, je disais, évidemment, depuis hier, nous avons eu cette information, comme quoi 4 radios ont été fermées du côté de Kankan. D'emblée, il faut d'abord dire que sur les 4 radios citées, l'URTELGI, l'Union des radios et télévisions de Guinée, a 3 membres, c'est-à-dire c'est la radio Bouré FM, c'est la radio Baraka, mais aussi la radio Fraternité qui a été citée, mais qui n'émettait même pas d'ailleurs, qui était dans les procédures. Ce qu'il faut reconnaître à ce niveau, c'est que la radio Bouré FM est une radio légalement constituée, mais dont la radio mère, c'est-à-dire la radio source, se trouve au niveau de Sigiri. Donc, l'autorisation qui a été donnée à la radio Bouré FM, c'était d'émettre sur Sigiri. Concernant la radio Baraka FM, c'est une radio légalement constituée, mais dont l'existence réelle et l'existence légale se trouve du côté de Kindia. Donc, concernant Kankan, qui est quand même la deuxième grande concentration de radios après Conakry, il faut reconnaître que ces 2 radios étaient dans une procédure de mise en place d'un relais. Un relais qui, avant installation, fait appel quand même à un certain nombre de procédures, notamment l'autorisation
au niveau du ministère de l'Information et de la Communication, après l'ARPT pour la mise à disposition de la fréquence, mais aussi la haute autorité de la communication. Donc, force est de reconnaître, et quand on dit l'URTELGI, c'est une association qui se veut légaliste, qui est régie aussi par des statuts. Et dans ces statuts, il est dit, les membres de l'URTELGI, que les radios et télévisions légalement constituées sur le territoire guinéen. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que, parce qu'après avoir pris langue avec les différents responsables de ces différents médias que je venais de citer, notamment le PDG, par exemple, de la radio Baraka FM, nous avons eu langue, nous avons pris langue avec lui et il nous a expliqué, c'est une situation d'ailleurs que nous connaissons depuis longtemps, qu'il était dans la procédure, le processus de mise en place d'un relais du côté de Kankan. La radio Pouré, qui est à Tigiring aussi, était dans la même procédure. Mais il faut reconnaître qu'à date, ces radios n'ont pas encore eu d'autorisation d'émission, de réémission, je veux dire, parce que c'est des stations relais, donc c'est des stations de réémission. Il faut reconnaître qu'à date, ces médias n'ont pas eu encore d'autorisation de réémission à Kankan. Donc, l'intervention des autorités s'inscrit donc dans ce sens. Et l'URTELGI, comme vous devez le savoir, qui a l'ensemble de ces médias audiovisuels privés du pays, veille non seulement à ce que ces médias puissent jouir de tous les privilèges liés justement aux lois régissant le fonctionnement des médias en Guinée, mais aussi l'URTELGI veille à ce que justement des petites guerres, des rivalités qui pourraient naître justement de la compétitivité entre un média et un autre média, bien que privé, l'URTELGI veille d'abord à être en amont de ça, à être au-dessus de la mêlée, mais aussi faire en sorte que l'ensemble des acteurs respectent les règles en la matière, concernant justement l'installation, mais aussi l'exploitation des stations de radiodiffusion, mais aussi de télévision sur le territoire guinéen. Donc, c'est à ce sens que ces deux responsables ont été interpellés par l'URTELGI et l'information a été donnée. Le PDG est catégorique. C'est bien sûr qu'il est en procédure de mettre en place un relais, mais il n'avait pas encore eu l'autorisation et il n'a pas non plus donné l'autorisation à son coordinateur qui est à Kankan de mettre en place justement ce relais et de le faire fonctionner. Donc c'est un premier aspect. C'est le même aspect, c'est le même son de cloche du côté de Bouré FM qui est dans la procédure mais n'a pas encore obtenu l'autorisation et le coordinateur qui se trouve à Kankan n'a pas reçu le mandat justement de commencer à émettre. Donc c'est dire qu'aujourd'hui justement ces radios étaient du côté de Kankan étaient en faute et que les autorités sont dans leur droit justement de mettre un terme. Parce que ne pas le faire, c'est inciter les autres justement qui peuvent se retrouver à Kankan à se permettre à installer des relais sans autorisation. Et tout ça là, ça va être à la charge exclusive justement de la compétitivité entre ces médias vers lesquels l'URTELGI a l'obligation de faire en sorte que justement le travail puisse se faire dans toute intelligence, mais aussi en étant en harmonie avec justement les autorités dans le cadre réglementaire. Donc aujourd'hui, l'information officielle est que ces médias sont effectivement fermés comme relais du côté de Kankan, mais derrière, ces médias n'avaient pas encore eu l'autorisation de s'installer du côté de Kankan en termes de relais. Les démarches sont en cours, mais elles n'avaient pas encore abouti. Oui, Monsieur Camara, vous faites bien de le dire, tous ces patrons de médias admettent effectivement qu'ils sont tous dans l'illégalité, mais est-ce que la logique ne voudrait pas qu'au niveau du gouvernement, qu'on puisse effectivement les avertir? Est-ce qu'il y a eu des avertissements au préalable pour pouvoir effectivement alerter ces patrons de... À ce stade de la chose, on n'a pas besoin d'avertissement. D'abord, on vous dit, lorsqu'une radio émet dans une localité de façon illégale, lorsque vous émettez dans une localité de façon illégale, l'autorité n'a besoin de vous avertir nullement. Et quand on vient, et ce qui s'est passé, je crois que avec tous les égards que les autorités, notamment l'ARPT, ont pour justement le faire dire, ça fait que ces médias n'ont pas vu leurs équipements démantelés et emportés. Parce que quand on découvre une radio illégale dans une localité, on ne demande pas tout simplement, non seulement on fait l'arrêt, mais on récupère l'ensemble des équipements, émetteurs et tout ce qui se trouve là, on emporte. Y compris des personnes qu'on trouverait justement dans ces studios. Donc nous ne sommes pas dans une situation où c'est une radio légalement constituée dans une localité qui a l'autorisation d'émettre. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure.
nous sommes dans un cas de figure où vous n'avez pas reçu le mandat, l'autorisation d'émettre dans la localité. Parce que ce que vous ne savez pas, avant d'émettre dans une localité en termes d'émission, l'ARPT a besoin de faire un certain nombre de choses, notamment voir quelle est la fréquence qu'on pourrait éventuellement vous attribuer dans cette localité pour ne pas qu'il y ait des interférences avec les autres radios qui existent déjà sur le terrain. Donc, il faut que cela soit clair. On doit quitter toutes les autres pistes concernant attaquer les médias, les autorités ou pas, ça n'a pas de sens, ce n'est pas ça. Même l'Urtelgui, une fois qu'on découvre une radio clandestine dans une localité, nous appelons les autorités à venir interpeller la radio et à venir arrêter la radio. Parce qu'il faut que les médias soient légalement constitués pour que nous-mêmes, l'Urtelgui, nous soyons une association légale. Donc ça n'a rien à voir avec d'autres considérations qu'on pourrait éventuellement courir à la chose. C'est tout simplement une question administrative et nous le disons et nous le rappelons à chaque moment à nos membres. Nous devons respecter à tout prix les lois qui régissent le fonctionnement des médias. C'est en cela que nous pouvons justement aller vers les autorités pour faire des revendications, pour faire des réclamations et que nous soyons écoutés. Mais si nous violons du point de vue légal les textes qui régissent notre fonctionnement, cela voudrait dire tout simplement que nous aurons nos droits aussi qui seront brimés par les autorités. Oui, Monsieur le Président, la question, moi je voudrais savoir un peu plus, que dit la loi en matière de création des radios, des radios de confession religieuse? Qu'est-ce que nos textes de loi disent? Non, d'ailleurs, ça c'est une autre question épineuse qu'il va falloir résoudre avec non seulement la haute autorité de la communication, qui a un rôle essentiellement important à jouer dans ce sens, parce que, en ce que je sache, les textes n'ont pas encore évolué dans ce sens. Les radios à confession religieuse ne sont pas admises en République de Guinée, pour le moment. Pour le moment, les textes n'ont pas évolué dans ce sens. Mais, tout est-il que si les autorités peuvent accepter d'installer ces radios, tant mieux, il n'y a pas de problème, mais nous savons que les textes en République de Guinée n'ont pas encore évolué dans ce sens. Donc cela veut dire aussi, toutes les autorités, que ce soit votre association ou que ce soit l'ARPT, on a fermé les yeux pour accepter des membres qui ne sont pas dans les textes de loi. Je voudrais dire à l'entame de mon propos qu'il y a 4 radios qu'on nous annonce, que parmi les 4 radios, nous avons 3 membres. Et je vous ai cité les 3 membres. Je vous dis Bouré FM, membre de l'Urtelgui, Baraka FM, membre de l'Urtelgui, et Fraternité FM qui a Mamou, membre de l'Urtelgui. Je ne vous ai pas cité la 4e radio parce que je ne la connais même pas. Bien. Et elle ne saurait être membre de l'Urtelgui parce qu'une radio à confession religieuse ne peut pas être membre de l'Urtelgui qui est une entité laïque. D'accord, moi, ma question est la suivante. Aujourd'hui, vu que la situation elle est irrégulière, il faut le rappeler, est-ce que ces promoteurs de ces différentes radios fermées aujourd'hui ne sont pas exposés quand même à des poursuites judiciaires vis-à-vis de ce qui vient de se passer parce que déjà, elles étaient toutes ces radios-là dans l'illégalité? Oui, il faut aussi peut-être éclairer bien la lanterne des auditeurs, mais aussi éventuellement des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Dire que ce ne sont pas les radios qui sont fermées, c'est les relais. C'est les relais qui sont fermés. La radio Bouré FM est déjà à Tigiri et à l'instant où je vous parle, elle est en train d'émettre. La radio Baraka FM, elle est à Kindia, elle est en train d'émettre au moment où nous parlons. Ce sont leurs relais du côté de Kankan qui n'ont pas encore été autorisés par les autorités qui sont fermé. Donc ce n'est pas la radio en tant que telle qui est fermée, c'est juste simplement le relais qui a été fermé. Donc à ce niveau, nous allons continuer, nous demandons, parce que la procédure, c'est vrai, la procédure est en cours, ces radios ont fait des demandes qui n'ont pas encore abouti. Donc nous allons faire en sorte de rentrer en contact, comme on a commencé depuis hier avec les autorités, la RPT et autres. D'ailleurs, je vous disais que c'est à cause de beaucoup de considérations pour l'Urtelgui que les émetteurs de ces radios n'ont pas été transportés, mais aussi les autres équipements qui se trouvaient au niveau de ces rédactions. Parce que c'est ça, quand on découvre une radio clandestine, s'il n'y a pas d'autorisation, on emporte tous les équipements. Bien. Maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, nous saluons la RPT pour ça, de nous avoir et de tenter de nous rendre même hier pour nous donner la situation de ces 2 radios, 3 radios qui émettaient du côté de Kankan. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas aller jusqu'à aller à des poursuites judiciaires parce que tout simplement, il y a des demandes qui sont en cours, mais les gens qui sont précipités, il fallait quand même attendre que justement qu'on ait tous les documents et toutes les autorisations en la matière avant de commencer justement à émettre la modulation de fréquence. Monsieur Kamara Aboubakar, président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Urtelgui, merci d'être intervenu dans cette émission.
Le plaisir était pour moi. Je vous remercie. Ouais. Merci Yaya Diallo. On est à la fin de cette émission. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah. Merci à tous. Merci Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah. Tout à l'heure, certainement, nous allons vous retrouver à Buntura bien du côté de la radio à partir de 10h35. Ça, c'est pour le flash d'information. Ne zappez surtout pas. Merci aux équipes techniques. Merci à la régie télé radio. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média du développement en République de Guinée.